La Crimée revient donc en première ligne dans ce conflit. Plusieurs attaques ont eu lieu dans la semaine. Hier, c'était dans le nord-est, attaque qui a endommagé des lignes ferroviaires et un dépôt de munitions. Le président Zelensky demande d'ailleurs aux habitants de ces zones occupées, et donc de la Crimée, de ne pas s'approcher des bases militaires russes. On l'écoute. Tous les jours et toutes les nuits, nous recevons des signalements d'explosions dans les zones occupées. J'implore tous les Ukrainiens en Crimée, dans les régions occupées au sud, dans le Donbass et dans la région de Kharkiv, de faire très attention. S'il vous plaît, n'approchez pas des infrastructures militaires de l'armée russe et de tous ces endroits où ils stockent des munitions et du matériel, de là où ils gardent leur quartier général. Voilà pour cette alerte, Margot Haddad. On a une dernière information qui vient de tomber sur la Crimée. CNN qui vient à l'instant de publier un article disant qu'ils se sont procurés un rapport du gouvernement ukrainien lui-même disant que l'Ukraine était bien derrière les attaques sur le sol de Crimée et que c'était bien des actes de sabotage. Donc on aura des informations qui vont tomber puisque certaines sections du rapport vont être publiées par CNN. La source est de manière anonyme, mais c'est quelqu'un du gouvernement ukrainien qui a donné ce rapport à CNN. Merci beaucoup Margot, et c'est vrai qu'on était dans les hypothèses jusqu'à présent générales, parce que effectivement ces lieux qui ont été visés en Crimée sont hors de portée, sont à 200 km du front, donc ne peuvent pas être atteints par les armes actuellement en Ukraine. Restait effectivement l'hypothèse de ces commandos qui agissent derrière les lignes de front, et donc c'est une hypothèse qui est en train de se confirmer vraisemblablement. On attend encore la publication de ce rapport. Le terme sabotage, c'est clair, c'est pas une frappe aérienne, une frappe de missile. Maintenant, qui a mené ces actions de sabotage? Ça, on le saura peut-être dans le rapport de CNN qui sera rendu public, dans la partie qui sera rendue publique. Moi, je reste toujours sur cette hypothèse de troupes professionnelles, entraînées, capables de le faire, parce que remarquons quand même qu'il y a une réussite militaire des deux opérations. On n'attaque pas une base militaire je dirais au fin fond de la Russie, je peux me permettre, sans avoir quand même une certaine expertise. Je ne pense pas que ce soit des personnes localement qui aient pu faire quelque chose. Maintenant, on n'en sait rien. Mais voilà. Donc effectivement, il y a d'abord, et puis ce dont on avait discuté tout à l'heure, il y a une revendication officielle que l'Ukraine a attaqué la Crimée, considérée comme un territoire russe, par la Russie. Or, jusqu'à présent, on avait quand même une certaine... Quand vous dites revendication officielle, c'est-à-dire, l'Ukraine n'a rien revendiqué du tout? Oui, enfin, le rapport... si, c'est un officiel ukrainien anonyme. C'est CNN qui s'est procuré ce rapport. C'est vrai, vous avez raison. Néanmoins, si effectivement ça se confirme, nous avons une situation un peu nouvelle où là, il y a ouvertement l'attaque d'un territoire considéré comme russe par la Russie. Donc, quelles conséquences pour la Russie ? Comment va-t-elle réagir? Puisque jusqu'à présent, si on prend que le cas des Américains, l'objectif était bien d'éviter que cela se produise. Et là... Oui, mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Ah, mais c'est pas trop le problème, en fait. Non, on est bien dans une vision russe de l'affaire et non pas d'une vision de la communauté internationale. C'est-à-dire que on sait bien que la Crimée est d'abord une revendication légitime de l'Ukraine pour revenir dans le giron ukrainien, mais que la Russie a considéré que c'est un territoire russe. Donc dès lors qu'on attaque le territoire russe en tant que tel, ça veut dire quand même quelque chose de plus important. Mathieu Anquim. Il y a peu, le FSB, je crois, a accusé des saboteurs d'avoir agi dans la région de la centrale nucléaire de Kursk. Donc, on va en parler effectivement. Ce qui montrerait bien une capacité d'action clandestine. Et Olivier Véry, effectivement, vous en avez déjà parlé sur LCI. On en reviendra tout à l'heure de ces autres actes de sabotage, parce qu'il n'y en a pas qu'en Crimée, effectivement. Juste un mot, donc on a eu des nouvelles informations concernant ce rapport. La personne qui a donné ce rapport à CNN a demandé à être anonyme parce qu'il n'avait pas le droit de communiquer ce rapport avec les médias. On reste... Oui. Voilà, mais par contre, autre chose, c'est que le rapport parle bien de la base aérienne de Saki. Et là, c'est intéressant parce que les Russes avaient dit que c'était un accident et n'avaient pas parlé de sabotage comme cette action qui a eu lieu le 16 août à Jankoï. Le rapport porte sur Saki et pas sur Jankoï. Donc effectivement... On ne sait pas encore si ça parle de Jankoï, mais en tous les cas, c'est sûr que ça parle de Saki et de la base aérienne qui avait été décrite comme un accident de la part des Russes. Olivier Véry. Oui, on en parlait au début on parlait de missiles Neptune trafiqués, etc. Et moi, j'avais dit, ça peut être un acte de sabotage des troupes spéciales, forces spéciales. Et c'est ce qui s'avère. Bon.
Et je ne suis pas étonné. Par contre, et là je parle sous la surveillance du général, il peut y avoir aussi une logistique interne donc de la population défavorable. Parce que c'est quand même très en profondeur, c'est une zone très militarisée, donc il doit y avoir quand même quelques complicités. Mais ce que j'avais dit au départ dans cette attaque, je ne croyais pas aux missiles parce qu'ils n'ont pas les portées, même un Neptune trafiqué. Je croyais dès le départ à des sabotages faits par les forces spéciales ukrainiennes. Alors, en tout cas, ce qu'on peut lire dans les déclarations aussi de Zelensky, c'est qu'effectivement, la Crimée, elle est restée à l'écart depuis le début du conflit. L'Ukraine veut montrer qu'elle compte toujours la récupérer après 8 années d'occupation ? C'est un peu depuis 2014, c'est un but avoué. L'Ukraine doit retourner, la Crimée doit retourner en Ukraine. Alors, à titre personnel, je pense que ce sera quand même très difficile compte tenu de la portée symbolique de l'Ukraine, de la présence de cette ville très particulière, au statut très particulier de Sébastopol, vraiment la symbolique historique qu'il y a derrière l'Ukraine, de son histoire au XXe siècle. Je vois mal Moscou abandonner l'Ukraine. Pour vous, c'est pas réaliste. Ça me paraît très difficile. Ça me paraît très difficile. Les Russes vont s'accrocher à cette terre, à la péninsule ukrainienne, là où ils pourraient peut-être, dans toute la région de Kherson, etc. Finalement, ce sont des buts de guerre secondaire. Conserver la Crimée, je vais y arriver. Conserver la Crimée, c'est non négociable, à mon avis. C'est clair que ça serait actuellement, pour le Kremlin, dans l'état des choses, avec Poutine au pouvoir, etc., ça serait un suicide de lâcher la Crimée. Mais c'est aussi un suicide politique pour le président Zelensky de lâcher cette revendication. Donc, entre l'objectif politique et l'objectif stratégique, qui lui demande des moyens, il y a deux mondes. Donc, l'objectif politique de Zelensky de garder la Crimée est tout à fait légitime. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de la reprendre? C'est un autre problème. Et ça, on va effectivement en parler aussi dans quelques instants. La Crimée qui est un territoire stratégique. Et c'est ce qu'on voit avec vous, Aurore Villemur, vous nous avez rejoint. En quoi la Crimée est-elle si stratégique que cela? Eh bien, la Crimée, c'est d'abord un territoire symbolique pour les Ukrainiens d'abord, mais aussi pour les Russes. On va revenir ensemble un petit peu en arrière. 2014, la Crimée est donc annexée par la Russie après une intervention de ses forces spéciales. Les Russes prennent le contrôle des bâtiments administratifs et encerclent les bases ukrainiennes. Les Ukrainiens, eux, évidemment, ne s'en sont jamais remis. Regardez ce que disait à ce sujet Volodymyr Zelensky il y a quelques jours. Aujourd'hui, la question de la Crimée fait l'objet d'une grande attention parce que la Crimée est ukrainienne et nous n'y renoncerons jamais. Alors, c'est aussi sa position, son emplacement qui en fait un territoire stratégique pour les Russes, Aurore. Oui, dès le début de la guerre, les troupes russes qui sont parties de Crimée ont été extrêmement rapides pour saisir de larges pans de territoire, et notamment Kherson. Ici, Kherson, seule capitale régionale que les Russes ont réussi à conquérir jusqu'à présent. Et puis, quasiment tous les jours, des avions décollent de la Crimée et ciblent des régions sous le contrôle de Kiev. Pour les soldats, la Crimée permet aussi de recevoir facilement du matériel militaire. À l'est, par exemple, regardez ce pont, le pont de Crimée, qui permet donc de relier la Crimée à la Russie. Il est au cœur, évidemment, des stratégies russes. Il a d'ailleurs été construit par les Russes juste après l'annexion de la Crimée et il sert énormément pour le ravitaillement. Alors justement, un certain instant sur ce pont de Kerch, parce que l'Ukraine menace de le démanteler cet après-midi. Je vous lis ce que dit le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak. Ce pont est une structure illégale et l'Ukraine n'a pas donné sa permission pour sa construction. Il porte préjudice à l'écologie de la péninsule et doit donc être démantelé, peu importe comment, volontairement ou non. C'est une menace voilée? Non. Non, ils vont le faire? C'est pas une menace voilée. S'ils peuvent le faire. Maintenant, le pont de Kerch, là, je crois que et je pense que c'est exact, qu'il y a eu un sabotage des forces spéciales ukrainiennes dans cette zone aérienne et sur la Crimée. On rentre dans un autre monde, là. On rentre dans un autre monde. On est en train de frôler et d'arriver dans la doctrine militaire russe, territoire sanctuarisé comme pour la France. Alors, les déclarations, je veux bien,
Mais attention, quoi. Là, je laisse la parole au général, parce que là, la doctrine de défense russe, elle est claire. Oui. Le territoire russe est attaqué, c'est le nucléaire. Donc vous voulez dire que ça peut faire basculer dans les prochains jours ce conflit ? Ce qui est écrit là, si on reprend tous les mots, nous sommes dans la propagande. Quand on dit menace écologique, vous avez tous les bons termes qui font plaisir aux Occidentaux, surtout actuellement, hein, bon, entre autres. Hein. Donc voilà, premier point. Deuxième point... Surtout pourquoi en parler maintenant aussi ? Ça fait partie de tous les jours son message. Hein. Tous les jours son message pour maintenir l'intérêt du reste du monde sur ce qui se passe en Crimée. Rappelons-nous aussi qu'il y a quelques semaines, je ne sais pas quel membre du gouvernement ukrainien a bien dit que s'il pouvait frapper le pont de Kerch, il le ferait. Donc c'est très clair. Maintenant, sur la réalité effectivement de la menace, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur cette implication ukrainienne sur le territoire russe, oui, la doctrine russe de 2020 sur l'arme nucléaire est très claire. C'est une arme défensive, enfin c'est une dissuasion, c'est défensif, mais que s'il y avait une menace existentielle sur les intérêts donc russes, ça pourrait justifier l'usage de l'arme nucléaire. Or, effectivement, là je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est une terre considérée comme russe, et je reviens à mon discours, terre considérée comme russe, donc ça fait partie du territoire russe, donc je le défends, et c'est une menace existentielle, et donc effectivement, on est dans un risque d'un seuil qui peut s'élever dans la dissuasion, enfin dans l'usage de l'arme nucléaire. Bon, maintenant, c'est pour ça que je reviens à la notion de message que j'ai dit dès le départ. Le message en soi, la communication qui vient d'avoir lieu, on est dans la guerre médiatique, hein, on donne de l'information, et je pense que, déjà, militairement parlant, les Ukrainiens ne sont pas en mesure de détruire ce pont. Pour moi, ils l'auraient déjà fait. Oui, et puis Sergueï Shoigu, hier, a paru rassuré quand même sur le nucléaire, justement, dans ce conflit, alors qu'il y avait déjà eu 2 attaques en Crimée. Oui, il essaie de rassurer la communauté internationale parce qu'il y a un besoin de dialogue sur différents sujets, à mon avis. Il y a la centrale de Zaporizhzhia, il y a les céréales, donc 2 situations urgentes qui sont actuellement en cours. Et ça, Sergueï Shoigu le sait. Après, les menaces du Kremlin, elles étaient faites à demi-mot. C'est-à-dire que dès le début de la guerre, ce qui avait été dit par Vladimir Poutine, c'était que les Occidentaux allaient faire face à des conséquences qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Est-ce que ça voulait dire concrètement le nucléaire ? On se posait tous la question sur nos plateaux télévisés, mais le mot nucléaire, d'attaque nucléaire, n'a pas été posé sur la table par le Kremlin, et même le Kremlin le disait que personne n'avait à gagner en instaurant une guerre nucléaire. Ouais. Donc, ça va tout de même dans le sens des propos de Shoigu à l'heure actuelle. Alors, nœud stratégique, base arrière des Russes, on comprend ces attaques, ces sabotages, ça vient perturber les Russes dans leur façon de faire la guerre dans le Sud, dans leur approvisionnement aussi ? Bien sûr, ça perturbe. On a en plus 20 000 hommes qui sont en mauvaise position de l'autre côté de la rive du Dniepr. Donc tout ça conjugué avec une contre-offensive ukrainienne pour reprendre Kherson, et dont la possibilité d'aboutir est plausible. C'est quand même des très mauvaises nouvelles pour la Russie. Mais là aussi, Poutine a le temps qui joue pour lui. Il peut tout à fait attendre l'hiver et, comme on disait, poser le conflit, rattaquer au printemps. Et je vous rappelle qu'il a... Alors, ce n'est pas les frappes nucléaires. Il a l'énergie pour cet hiver et il a l'arme de la famine. Il maîtrise quand même les départs par rapport au chargement de grains, etc., de l'Ukraine. Donc... il a encore quelques bons leviers avant de nous menacer ou de menacer de frappe nucléaire, même tactique. Alors, juste un point sur les armes, quand même, là, l'Ukraine actuellement, là, la thèse du sabotage est en train de se confirmer, mais est-ce qu'elle a les moyens aujourd'hui, avec les armes occidentales qui sont arrivées, de frapper en Crimée ou pas ? Officiellement, non. Il y a quelques missiles qui pourraient faire l'affaire, qui sont en limite de tir, hein, de mémoire. Mais globalement, si l'Ukraine avait eu les moyens, je pense, de frapper la Crimée, je pense que ça serait fait depuis bien longtemps, parce que pour l'instant, nous sommes bien nous sommes en guerre. Ils sont en guerre, donc toutes les armes sont à utiliser, et qu'on ne se contenterait pas de faire des actions de sabotage. À la limite, s'il y a des actions de sabotage en termes d'utilisation de communication stratégique pour dire, vous voyez, on est capable de se déplacer chez vous, on est capable de saboter des bases, plus les autres sabotages, je dirais que la phase suivante, ce n'est pas forcément de continuer le sabotage, mais c'est de frapper, de montrer qu'effectivement l'armée ukrainienne dispose des moyens militaires pour frapper
la Crimée à partir de la zone encore du côté ukrainien. Oui. Voilà, ce serait la phase suivante. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on verra ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais je n'ai pas l'impression, avec toutes les livraisons d'armes dont on nous a parlé, de tout ce qu'on sait de l'armée ukrainienne, quels sont les moyens de frapper réellement d'une manière efficace la Crimée. Alors oui, parce que c'est à 300 km, il y a peut-être les Neptunes, c'est 200 et quelques. Oui, donc c'est pour ça. Mais on ne sait pas tout. Ouais. Il me semble qu'il y a une volonté tout de même de vider la Crimée de ses habitants. On le voit également... on en parlera effectivement quand avec on parlera effectivement de ces départs de Russes de Crimée suite à l'attaque. Et puis vous avez aussi l'alerte terroriste qui a été levée par le leader de Crimée. Donc il y a une volonté d'agiter un peu la foule. Alors, juste un petit mot aussi sur la stratégie de communication de l'Ukraine. Alors, c'est vrai qu'il y a ce rapport qui va sortir, publié par CNN, qui nous dit que c'est bien un acte de sabotage. On attend encore d'autres informations, mais c'est vrai que sinon, ils avaient plutôt ironisé, les Ukrainiens. Ils avaient dit, écoutez, c'est des cigarettes mal étentes ou un piètre respect des normes anti-incendie. C'est un petit peu ça, la communication. C'est normal, ça fait partie de l'humour de la communication politique et stratégique, on va dire. En tout cas, faire peur, ça fait aussi partie de la stratégie. Vous en parliez effectivement un instant, Margot. Il faut rappeler que la Crimée est un lieu de vacances pour les Russes. Les autorités ukrainiennes alertent aussi ces touristes qui bronzent sur les plages. On va regarder ce clip du ministère de la Défense qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un clip humoristique qui va comparer différentes plages, des lieux où les Russes peuvent aller. Il y a Cuba, il y a effectivement Antalya en Turquie. Et puis, il y a ceux qui choisissent. Publié effectivement par le ministère de la Défense ukrainien pour leur dire attention, si vous allez en Crimée, voilà ce qui se passe. Oui, bon, j'en ai parlé aussi sur votre plateau. C'est de la bonne com avec tout l'humour. Mais il faut aussi remarquer l'inventivité, je disais l'inventivité des Ukrainiens sur le champ de bataille, qui leur permet de résister et de marquer des points. Et il y a aussi une inventivité au niveau de la communication où ils dominent totalement sur la Russie, qui était un peu out of date, enfin dépassée. Old style. Voilà, très vintage. Et donc, et nous avons une Ukraine qui a vraiment qui a une communication super. Mais je vous rappelle que le président ukrainien est un as de la com. Il avait son émission, etc. Et son émission Vartal avait énormément de succès en Ukraine. Donc, il sait très bien communiquer, il sait très bien faire. Et ça ne m'étonne pas, c'est dans la lignée, quoi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment l'usage de l'humour. Le président Zelensky a eu une carrière d'humoriste. Et l'utilisation de l'humour dans des clips du ministère de la Défense, c'est quelque chose de relativement nouveau dans les conflits contemporains. Selon ce que je sais, moi j'ai juste en mémoire les Serbes qui avaient abattu un F-117 une fois et qui disaient en gros target avec le F-117 au milieu pour dire qu'en fait il n'était pas furtif. C'est cette guerre est aussi intéressante sur l'usage de l'humour comme arme de communication. Et en tout cas, effectivement, les Russes sont en train de partir de la Crimée. Il serait même plusieurs dizaines de milliers à avoir fui. Le chiffre de 38 000, en tout cas, circule. Et on a vu sur les réseaux sociaux des embouteillages sur les routes et puis des files aussi aux abords de la gare de Simferopol. En Crimée, effectivement, des personnes qui veulent quitter. C'est donc une stratégie payante pour l'Ukraine. En tous les cas, ça montre d'une certaine manière que les Russes en Crimée ne sont pas prêts à se battre pour la Crimée, qu'ils souhaitent partir. Ce sont tout de même des touristes qui sont venus en vacances. On est près de complexes balnéaires.
Mais ces Russes-là, qu'est-ce qu'ils pensent véritablement de la Crimée? Point d'interrogation, je prends mon joker là-dessus. Ouais, moi je crois que c'est... est-ce que ce sont des touristes russes qui sont là en Crimée et qui repartent par le pont, etc. Comme n'importe quel touriste. Voilà, comme n'importe quel touriste. Tout à fait. Ça, c'est déjà une question que... Mais c'est tout de même reconnu comme... Ils le reconnaissent comme leur territoire. Oui, et les images qui ont été prises avec des smartphones de touristes, où on voit ces explosions, etc. Là, il y a vraiment pour le Kremlin une grosse claque, à mon avis, parce que ça se diffuse au sein de la population russe. Vous dites grosse claque, est-ce qu'on peut même parler peut-être d'humiliation pour les Russes quand même, depuis une semaine symbolique. avec ces attaques? Oui, très clairement. Oui.